Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. Cet épisode a été enregistré lors de la deuxième édition des Rencontres de l'UNOCEL, un événement ouvert à tous qui s'est tenu le 18 mars 2026. À cette occasion, nous avons présenté nos travaux sur la conciliation entre les objectifs éducatifs et les attentes des parents. Vous en entendrez parler dans cet épisode, notamment à travers la consultation présentée par Sabine Bonneau, déléguée générale, juste avant la table ronde. Notre livrable Croisons nos regards, mentionné dans cet épisode, est disponible dans la barre des descriptions. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Le label qualité des colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Les séjours éducatifs, que ce soit les voyages scolaires éducatifs, les colonies de vacances et les séjours linguistiques, permettent le développement de l'autonomie, de la confiance en soi, de l'ouverture aux autres, mais aussi la découverte culturelle ou linguistique. On en est au point de dire que le séjour n'est pas uniquement un temps de loisir, mais participe au parcours éducatif de l'enfant. Ces séjours ils reposent sur la collaboration de plusieurs acteurs, les parents qui connaissent leurs enfants et ses besoins, les organisateurs qui ont l'expertise de la vie collective et de l'encadrement, mais également les équipes d'animation qui accompagnent les enfants au quotidien. Alors ça renvoie à un terme qu'on connaît bien avec Miguel Ange parce qu'on a déjà fait un podcast ensemble là-dessus, notamment c'était la coéducation. L'objectif de cette table ronde est de mieux comprendre comment cette coopération se construit entre parents et organisateurs et comment elle permet de créer des conditions d'un séjour réussi pour l'enfant. Alors pour nourrir cette discussion, le podcast va être divisé en deux temps. On va aborder deux aspects, d'abord les attentes et les inquiétudes des parents, mais aussi les réponses concrètes qui sont mises en place par les organisateurs. Alors pour ça, on accueille aujourd'hui Mona, Karine, Nathalie et Miguel Ange, comme c'est noté là, mais aussi là. Mais je vais vous laisser un petit temps pour vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Karine Descombes, directrice de l'agence Effective Linguistique basée à Bordeaux et qui organise des séjours linguistiques tout au long de la vie, de 7 à 77 ans, et même un petit peu plus, partout dans le monde et pour plusieurs langues. Bonjour, je suis Nathalie Boutillier, directrice adjointe de Joringa Junior, organisateur de colonies de vacances, également classe découverte sur l'année, que ce soit donc pour des 6-17 ans, en France comme à l'étranger, majoritairement en France. Et nous sommes basés à Lyon. Bonjour, Mona Tadjiane Legendre, je représente la fédération PEP. J'en suis aujourd'hui la trésorière générale et en même temps je suis responsable du groupe Santé Prévention. Et bonjour, Miguel Ange Garzo, donc psychologue clinicien, psychothérapeute, psychanalyste, fait beaucoup de paix, tout ça. Donc j'interviens aujourd'hui pour l'école des parents des éducateurs Île-de-France, organisme de formation et lieu d'accueil pour les parents et grands-parents en difficulté autour de la parentalité. Et voilà, donc j'ai un cabinet à Paris dans le 14e où je reçois enfants, adolescents et adultes, enfants qui partent en colo et parents qui dépriment parce que les enfants sont partis en colo, entre autres. Merci. Et lorsqu'un parent envisage un séjour pour son enfant, il y a souvent des attentes qui sont fortes, mais aussi certaines inquiétudes. Mona, qu'est-ce qui motive aujourd'hui un parent à choisir un séjour éducatif pour son enfant ? Ce qui va le motiver le plus, ça va être effectivement tout ce qu'il va pouvoir apprendre en parallèle. Quand ce sont des séjours linguistiques, ça va être l'usage de la langue, pouvoir revenir avec un niveau plus par rapport à sa scolarité. Ça va être aussi effectivement peut-être une relation de confiance avec l'organisme, mais principalement, alors à part le fait que potentiellement le parent veuille avoir une semaine ou 15 jours de vacances aussi sans son enfant, mais en général c'est plutôt effectivement une attente de début d'autonomie ou de continuité d'autonomie et surtout de développement de sa langue ou si c'est une colonie de vacances, d'une activité sportive ou une activité autre. D'accord. Miguel Ange, justement, Mona parle d'autonomie. Pourquoi l'expérience du séjour peut être un levier particulièrement puissant pour le développement de l'autonomie ? La première raison, c'est qu'il y a un détachement du parent. Je pourrais vous faire la théorie de l'attachement, mais je pense qu'on a très peu de temps aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter le podcast. Je fais de la pub aussi pour une voilà, où j'avais un peu plus développé. Eh bien, pourquoi autonomie ? Parce que par définition, c'est que le premier objet d'amour de tous les enfants, c'est la mère et le père, mais on va dire que ce sont les parents. Et que pour pouvoir grandir et s'autonomiser, il faut pouvoir se détacher.
Et ce qui va être important dans un départ, c'est que cette autonomie, elle va pouvoir se faire relativement bien si la notion d'attachement, c'est-à-dire entre le parent et l'enfant, est plutôt quelque chose de sécure. Plus un parent va être angoissé, plus le détachement va être compliqué, et plus l'acquisition de l'autonomie va être complexe. Parce que c'est clair, c'est un peu schématique. Plus un parent va être sécure dans son attachement, et plus l'enfant, quand il va se détacher, va pouvoir acquérir une forme d'autonomie. Il faut entendre l'autonomie, à mon sens, un peu comme un muscle, d'accord ? Et par exemple, un séjour ou une colo, c'est un peu la salle de sport. D'accord ? C'est parce qu'on va pouvoir permettre à l'enfant de se détacher relativement bien qu'il va pouvoir s'autonomiser de plus en plus. Donc Karine, Mona a parlé d'autonomie et on vient de compléter avec Miguel-Ange. Elle a parlé aussi de développement de nouvelles compétences et notamment sur les séjours linguistiques. Ces motivations, elles correspondent aussi à ce que toi tu observes avec les échanges avec les parents ? Oui, complètement. Les parents sont vraiment à la recherche du développement de compétences pour leur enfant, les compétences personnelles et les compétences linguistiques, les compétences de sociabilisation. Ils sont à la recherche effectivement de différentes choses lorsqu'ils réservent un séjour, que ce soit une colonie de vacances ou un séjour linguistique d'ailleurs. Donc on comprend un peu mieux ce qui motive les parents à inscrire leurs enfants. Ça, c'était une première prise de décision. Il y en a d'autres qui vont se poser par la suite. Nathalie, quand une famille vous contacte pour inscrire un enfant, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Alors, concernant les parents qu'on peut avoir au téléphone, les questions qui reviennent sont plus sur le cadre où ils vont être accueillis, plus sur aussi les équipes. Le projet éducatif, c'est un terme qu'on utilise en interne. Eux ne connaissent pas ces termes-là et sont plus à se demander comment va se passer une journée. L'éveil, le temps de réveil, le vivre ensemble, tout ce qui va être la mixité et les activités qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Est-ce que les attentes diffèrent selon l'âge des enfants, selon le type Bien évidemment. Bien évidemment, quand on est sur des petits 6-10 ans en moyenne, on est sur de la découverte, les primo-partants d'ailleurs. Donc il y a la notion, alors on parle de cette fameuse autonomie, de la propreté qui a souvent été là, mais quand on part, ça peut être quelque chose qui n'est pas non plus... on peut avoir une régression. Et puis le partage des expériences avec d'autres enfants est aussi le rapport à l'autre. Alors que lorsqu'on est sur des études des adolescents, on est plus sur des jeunes qui ont envie de s'identifier à d'autres sur des attributions, des groupes à qui j'appartiens, qui ont les mêmes goûts, qui ont une même identité, voire moi je suis un petit peu fou dans mes habitudes et habituellement je ne m'intègre pas forcément bien dans mon cadre éducatif de type collège, de type lycée. Alors que dans la colo, je découvre des personnalités qui sont proches de la mienne, que je ne pensais pas forcément connaître. Donc là, je m'identifie et je trouve ma place. Donc les parents cherchent effectivement à savoir s'il y a différents profils de jeunes qui peuvent se retrouver en colo. Alors tu nous parles de cadre d'équipe. Sabine, elle a quand même fait un focus précédemment sur la sécurité. Donc juste reprendre 3/4 des parents dans la consultation expriment au moins une inquiétude spécifique. Sur les déplacements, mais aussi les relations entre pairs. Donc ça, tu viens de dire l'intégration dans des groupes. Et il est crucial d'avoir une communication qui est transparente sur les protocoles. Ça, on l'avait vu aussi dans le podcast avec Miguel-Ange que vous pouvez réécouter. Être transparent sur les protocoles de sécurité. Mona, c'est quelque chose qui te semble important, ce point-là ? Oui, à la fois sur le protocole de sécurité pour le transport et pour l'accueil et pour le cadre, on va dire le lieu d'accueil. Et en même temps, je pense qu'il y a de plus en plus une inquiétude des parents par rapport aux encadrants. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement et qui est remonté via effectivement les journaux, entre autres sur Paris, mais je pense que c'est tout à fait valable ailleurs en France. Il y a de plus en plus d'inquiétude, je pense, par rapport à tout ce qui est pédocriminalité, attouchement. Et alors que ce soit entre pairs ou avec les encadrants. Et je crois que ça devient quelque chose de... qui peut coincer, en fait. Qui peut coincer pour un parent, si on ne peut pas lui garantir, effectivement, alors on ne garantira jamais à 100%, hein, mais si on ne peut pas lui garantir une certaine sécurité sur ce plan-là, je pense il peut être effectivement un peu frileux à l'idée d'envoyer son enfant, surtout petit, même adolescent en fait, en colonie de vacances ou en séjour linguistique. Et après, ça regroupe effectivement la famille d'accueil aussi. Hein, donc, Karine, c'est des inquiétudes qui reviennent souvent
dans les échanges avec les parents, ça? Oui, ça fait partie de leurs préoccupations. Les inquiétudes liées à l'éloignement et au moment où le parent est dans la perte de contrôle, il n'est plus aux commandes, c'est plus lui qui gère, il doit remettre son enfant entre les mains de personnes tierces, extérieures, qu'il ne connaît pas. Donc évidemment, le parent, il a peur de tout. Il a peur du chauffeur de bus, il a peur de la famille d'accueil, il a peur du staff, il a peur des autres enfants. On est là pour les rassurer, bien évidemment, et essayer de border et d'anticiper au maximum tout ça, nous, sur le terrain, parce que c'est notre métier au quotidien. C'est un élément qu'on avait déjà abordé avec Miguel-Ange dans le podcast. Je n'ai pas la citation même, mais tu parlais de la peur d'être absent si l'enfant a un problème, la difficulté de faire confiance et la délégation de pouvoir. On parle de difficultés pour les enfants, mais c'est aussi difficile pour les parents de se séparer. Alors pour les parents, pour beaucoup de parents, on a vu les chiffres tout à l'heure, je trouve ça très intéressant, je rebondis sur voir ceux qui sont déjà partis. Quand les parents sont partis, les parents ne sont jamais partis. Quand ils ne sont pas partis, il y a souvent beaucoup de sources de fantasmes, et beaucoup d'inquiétudes, on l'a vu dans les chiffres qui ont été donnés. Et donc par rapport à ce que tu disais à l'instant, en effet, c'est vous venez de le dire, c'est la transmission de l'autorité. Comment est-ce qu'on transmet l'autorité à un autre adulte qu'on ne connaît pas? Alors on le voit déjà que parfois, certains parents, quand ils donnent à garder leur enfant à un babysitter, ou même aux grands-parents, parfois il y a déjà de l'inquiétude. C'est des personnes qui sont en principe connues. Bon, alors c'est sûr que parfois certains grands-parents, mieux vaut pas transmettre l'autorité. Mais bon, en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais il peut y avoir cette inquiétude. Là, on voit qu'ils vont transmettre l'autorité à des personnes qu'ils ne connaissent pas, avec toutes les inquiétudes que vous avez citées. Alors, il y a quand même aujourd'hui les fiches d'honorabilité, vous savez, qui est quelque chose de très important qu'il faut rappeler, qui peuvent être demandées. Enfin, je pense que vous savez mieux que moi, dans tous les secteurs. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Et donc cette question de la transmission de l'autorité, c'est s'il se passe quelque chose, ça c'est aussi très parental, alors c'est le psy et le père qui parlent, c'est est-ce que l'adulte référent va être aussi compétent que moi? C'est-à-dire, est-ce qu'il connaît? Bien entendu, nous sommes tous ceux qui ont des enfants ici, nous avons tous le fantasme de connaître nos enfants par cœur, d'accord? Sauf que vous savez bien que dès qu'ils ont quitté la maison, ils sont différents. Mais c'est, voilà, moi je le connais, je sais comment il fonctionne, et ce qui parfois va générer d'ailleurs des ambivalences, il faudra me faire taire, va générer des ambivalences. Tout à l'heure on disait, oui, l'autonomie, je reviens là-dessus, oui, faire partir son enfant pour qu'il devienne autonome, mais il y a quand même des parents qui ont très très peur, qui sont très ambivalents, Oui, c'est bien qu'il parte pour qu'il devienne autonome, mais il ne faudrait pas qu'il devienne trop autonome non plus, parce que dans la transmission de l'autorité, il y a ce truc qui est à la maison, par exemple, on a des règles, et les règles vont être modifiées. Et que va-t-il se passer quand l'enfant va rentrer? Il peut y avoir cette inquiétude également sur la question d'autorité. Oui, c'était un point qui est abordé dans le podcast avec Bruno Humbeck, et c'est marqué. En fait, les podcasts sont transcrits à la fin de Croisons nos regards, donc si vous ne voulez pas les écouter, vous pouvez au moins les lire, ou si vous ne voulez pas les lire, vous pouvez au moins les écouter. Mais en fait, il le dit, il y a des règles qui sont faites, par exemple, quand vous envoyez votre enfant chez le grand-parent et qu'il va sauter sur le canapé, et que vous récupérez à la maison et qu'il saute de nouveau lui sur le canapé, et que vous lui dites, mais les gens qui font ça, qui vous autorisent à faire ça, ils sont complètement fous. Ça veut dire que vous dénigrez l'autorité du grand-parent. Et donc voilà, c'était un point de vue qui était déjà abordé. Et c'est vrai qu'il y a des inquiétudes comme ça et des messages qu'il faut faire attention dans sa transmission. Je peux vous dire là-dessus? Oui. Non. Et si. Et en même temps, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est ce qui va permettre à l'enfant et à l'adolescent d'acquérir ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. C'est-à-dire de savoir que dans certains groupes, dans certains lieux, il va pouvoir agir et s'autoriser à faire des choses, et que chez ses parents, il y a d'autres règles. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'avoir un enfant qui est exactement le même à la maison et à l'extérieur, c'est juste insupportable, voire dépressif. Alors que cet enfant qui grandit et qui sait que, à la maison, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais à l'extérieur, en colo, on peut s'autoriser à faire d'autres choses. C'est un enfant qui va bien. Exactement. Et je vais me permettre d'enchaîner. On sait que c'est normal que les parents aient des inquiétudes, parce que comme vous venez tous de me dire, ils confient leurs enfants à des inconnus. Les inquiétudes, elles ne vont pas disparaître, mais on va traiter du coup là, de la confiance et de la méfiance. Mona, qu'est-ce qui pourrait instaurer la confiance dès le départ du point de vue des parents? C'est l'échange avec l'organisme qu'on a choisi. Je pense que tout tient effectivement peut-être au rapport qu'on peut avoir avec vous. Après, bien sûr, on peut lire un nombre incalculable de notices avec toutes les choses qui sont mises en place, etc. Mais je pense que c'est vraiment dans l'échange, que ce soit téléphonique
ou en one-to-one, effectivement, qu'on a avec les organisateurs des voyages. Et ça rentre vraiment dans la décision du parent d'admettre de devoir confier en fait l'autorité à quelqu'un d'autre. Et en même temps, de peut-être aussi apprendre, et là je vais prendre le point de vue du parent, à prendre beaucoup de recul. Ce qui est parfois très compliqué pour un parent de se dire je laisse mon enfant à quelqu'un que je ne connais pas, certes, je sais qu'il y a un cadre, je sais qu'il va acquérir des compétences, je sais que potentiellement il va aller vers l'autonomie, mais l'autonomie c'est une chose, on la marie un peu à toutes les sauces aussi, mais en même temps, il faut que moi en tant que parent, j'accepte de faire confiance. Et ça, on va peut-être pas rentrer dans du psy non plus. Après, non, mais c'est pas le propos. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ces deux côtés-là qui font que, oui, c'est vraiment, je pense, l'échange. L'échange avec les organisateurs qui fait qu'effectivement, on se sent plus en confiance, qu'on a envie que notre enfant, justement, parte dans cette colonie de vacances ou dans ce séjour linguistique, parce qu'on sait que pratiquement tout est caréné et en même temps que, bon, voilà, on peut prendre son petit paquet avec un beau nœud qui s'appelle un enfant et puis le prêter, on le prête. Je pense que c'est ça. Nathalie, est-ce que tu as observé une évolution dans la relation justement parent-organisateur? Sabine le disait tout à l'heure, nous on a plus ce retour du coup des organisateurs où on nous dit que la relation devient complexe. C'est bien le cas? Complexe. Alors en fait depuis tout à l'heure on parle de parents, d'enfants, de projets éducatifs. En fait derrière chaque porte, chaque foyer, tout le monde a une éducation qui leur est propre. Donc à partir de là, on aura, nous, abordé effectivement une vie collective. Néanmoins, chaque enfant aura, on parlait des habitudes chez les parents qui ne sont pas les mêmes dans le centre de vacances ou en séjour linguistique. En fait, ce sera effectivement différent pour tout le monde. Tout enfant n'aura pas les mêmes valeurs, les mêmes notions de respect vis-à-vis de ce qu'il y aura à avoir ensemble. Donc, pour répondre à ta question, oui, on a des parents qui sont dans l'anxiété et les jeunes qui sont plutôt en train de profiter de leur séjour. De plus en plus de séjours sont positifs avec les retours que l'on a d'enquête des enfants. Et les parents nous font des retours de type réclamation en disant il n'y a pas eu assez de photos, j'ai pas pu contacter mon enfant tous les jours, il y a eu une demi-heure d'avance sur le car qui devait revenir du séjour. Et on est vraiment sur du protocolaire, là où le jeune, et derrière le parent le précise, mais malgré tout ça, mon enfant a passé un super séjour. Donc on prend du temps avec les parents pour désamorcer déjà un séjour qui a eu lieu. Je ne parle même pas du début de séjour là. Je parle même de le séjour a eu lieu et le parent revient et veut débattre du séjour. Et veut faire un compte-rendu du séjour. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Mais oui, le comportement parent, toutes ces questions-là sont forcément redondantes et compliquées. Je dirais pas compliquées. Non, parce qu'on est habitué à y répondre. On connaît notre métier, c'est quelque chose que l'on sait faire, on est dans l'assurance, que ce soit l'encadrement, que ce soit les déclarations avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, que ce soit au niveau de nos transports. On est aussi de l'humain à l'humain, donc il n'y a pas de risque zéro, mais de montrer qu'on connaît notre métier et que c'est un métier qui existe depuis des années. Donc l'assurance, oui, c'est quelque chose, la confiance qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut gagner. Et comment les parents ils arrivent à gagner cette confiance, Miguel-Ange? Mais si je vous le dis, plus rien à faire. Peut-être c'est des points de réflexion, parce que il y aura l'angoisse, elle est permanente. Enfin voilà. De toute façon, quand on est parent, par définition, on est angoissé. Donc un parent qui n'est pas angoissé, ça pose problème. Il y a toujours de l'inquiétude, allez, sans parler d'angoisse. Non, moi je rebondis sur ce que vous avez dit. Je pense qu'en effet, de bien connaître la structure, moi j'avais insisté lors du podcast, je crois. Aussi, c'était dans la mesure du possible. Quand ce sont des visios, parce que j'ai bien compris comment ça fonctionnait, voilà, peut-être un peu partout, par exemple, peut-être de rencontrer les équipes avant le départ en visio. Je sais que tout le monde ne le fait pas forcément. La question de la formation, de bien insister sur le fait que toutes les personnes qui vont participer, tous les adultes, sont formés, expliquer quelles sont les formations, les différentes formations qui existent. Parce que plus on va donner d'informations sur le cadre encadrant, et ça
diminuera. Mais de toute façon, les angoissés, il y en aura toujours. Enfin, heureusement, sinon j'aurais pas de boulot. Mais il faut il faut rassurer au maximum. Ça, c'est une chose. Puis on parlera sur la question de ce que vous avez dit, très intéressant, sur la question du retour. On est aussi aujourd'hui dans une société d'hyper-contrôle. C'est-à-dire que vous savez bien que quand on donne un téléphone portable à son enfant, quand il est enfant, tout petit, c'est essentiellement pour savoir où est-ce qu'il est. C'est pas pour autre chose, hein, quand même. Bon, on a plein de situations, des trackers ou autres, que vous connaissez bien. Voilà, mais donc on est dans une situation d'hyper-contrôle. Alors je sais pas, un jour on en avait discuté ensemble, en riant, en disant peut-être qu'on pourrait faire des groupes de parole, je sais pas, en parallèle, pour les parents dont les enfants sont partis en séjour, pour essayer de les calmer. Et ce qui peut être intéressant, c'est la rencontre avec d'autres parents qui ont déjà fait appel à vos organismes et qui peuvent expliquer comment ça s'est passé. Et ça peut être pas mal, ça peut aussi abaisser un peu les angoisses. Je sais que certains le font. Certains le font, ouais. Je crois que tu nous l'avais dit sur un forum des jeunes, Bertrand, que certains parents étaient devenus des ambassadeurs aussi de l'organisateur et que c'était plus facile aussi que ce soit un parent qui rassure d'autres parents. Mais Élise, pour vous rassurer ou pas, l'attitude du parent est aussi l'attitude d'un consommateur. On est tous consommateurs, on est dans une société de consommation et effectivement, le fait de devoir payer un séjour, comme payer un babysitter, comme payer des cours, ou effectivement, même pour les parents dont les enfants sont dans les écoles privées, aujourd'hui, le parent considère que comme effectivement il sort de l'argent, il doit avoir un bénéfice en face. Et c'est ça, en fait, ce problème-là. Mais ça, c'est un problème de société, en fait. Hein. C'est pas spécifique aux parents, c'est spécifique à tout le monde. Et je crois qu'il y a ce côté-là aussi qui vient, en fait, malheureusement, entacher le relationnel dans les... Enfin, voilà. Donc, c'est pas... Après, moi, à titre personnel, je veux dire, mon enfant, je vous l'envoie, je suis très contente, j'ai 1 semaine de vacances, voire plus, je serais ravie. Voilà. On va juste maintenant passer aux informations qui sont difficiles à partager. C'était un point aussi qu'il y a eu dans le préambule et qui a été traité par Sabine. Elle a mentionné avec Aurore de la JPA. Certains parents, et on l'a vu quand on a construit Nous croisons nos regards, ont besoin de cette confiance, elle est essentielle. Mais il y a d'autres aspects qui sont un peu plus délicats. Certains parents, ils n'osent pas toujours signaler certaines informations qui sont importantes, un traitement médical, une difficulté particulière, une anxiété de séparation. On a fait un atelier lors de notre congrès à La Rochelle, c'était un World Café, où tous ceux qui étaient présents au congrès y ont participé. C'était une suggestion de toi, Mona, de modifier les fiches sanitaires pour causer des cases, notamment au TDAH. Pourquoi ces informations, Mona, sont difficiles à partager selon toi ? Parce qu'il y a des parents qui sont dans le déni, des parents qui partent aussi du principe que si leur enfant est en situation de handicap, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est une étiquette, alors que personne ne le sait, c'est pas marqué sur le front de l'enfant, voilà. Et qu'on le vit au quotidien, en fait, au niveau de l'éducation nationale. On a beaucoup de parents qui ne disent rien des difficultés d'apprentissage ou des difficultés dues justement à un trouble 10 ou à un trouble déficit de l'attention ou à un trouble du spectre autistique. Et donc de fait, parce que je ne sais pas, parce que peut-être qu'il y a le qu'en dira-t-on, peut-être qu'il y a toujours ce côté du regard de l'autre qui peut-être les gêne, alors que ce n'est pas eux qui sont concernés, c'est quand même leur enfant. Que les enfants entre eux, en fait, jusqu'à présent, ne montrent pas spécifiquement du doigt un enfant en difficulté. Ils vont plus l'embêter pour des grandes oreilles ou effectivement des grands pieds que pour effectivement un handicap dit invisible. Donc je trouve que ce côté-là de vouloir cacher à tout prix est dangereux. Et dangereux à la fois pour l'enfant, à la fois aussi pour l'équipe qui encadre, parce que si on ne connaît pas les spécificités de la personne qu'on encadre, on ne peut pas l'accompagner. Je pense qu'on peut aussi se poser la question du parcours parent sur l'année, voire les nombreuses années, des dossiers à monter, du manque d'écoute également dans le cadre de l'acceptation personnelle, de dire au conjoint ou aux conjointes, notre fille c'est comme ci, notre fille est comme ça, voire même à l'équipe d'encadrement, les complexités, les crises qu'il peut y avoir au quotidien, qui est une charge. Et je pense qu'au moment d'inscrire un enfant, il y a le côté, c'est vacances, le côté... on se lâche et je veux aussi donner des chances à mon enfant et je ne veux plus à nouveau avoir à remplir un énième dossier que je n'ai pas arrêté de remplir et de répondre à plein de questionnaires. Je pense qu'il y a cette notion-là qu'il ne faudrait pas qu'on oublie sur une charge parentale là-dessus. Maintenant, comment on gère au niveau des équipes Alors, on a modifié nos fiches sanitaires. Nous aussi, là depuis qu'on en a échangé au congrès, et aussi on a un service de dossier avec
dossier d'intégration pour permettre éventuellement d'apporter une tierce personne, pour accompagner les parents. Ces dossiers-là avec l'écoute, on appelle les parents quand on voit une information avec aussi un traitement notamment. On fait aussi le nécessaire pour mettre en relation avec le directeur de centre qui va étudier le dossier, avec l'équipe qu'il va encadrer, savoir s'il faut recruter une autre personne ou non, parler avec l'équipe de la pathologie ou de la personnalité de l'enfant, comment on peut la gérer, la notion du cadre aussi dans lequel sera accueilli l'enfant, est-ce que le milieu, l'environnement sera adapté pour cet enfant-là. Et puis derrière, on est toujours en échange avec ses parents, on fait des visios avec ce directeur-là, avec l'enfant également, et ça rassure. Alors bien évidemment, il peut y avoir sur le terrain des pertes de contrôle de crise d'enfants manifestement qui sont, même dans leur quotidien, même à l'école, même chez eux, qui sont à gérer. C'est une notion de confiance d'un donnant-donnant avec les parents. On s'engage à mettre en place les conditions optimales pour accueillir l'enfant. De votre côté, on va attendre aussi une transparence, mais aussi une réactivité aux besoins. Ce qui devrait exister. Et ça fonctionne très bien. Et ça marche très bien, effectivement, lorsque le parent joue le jeu et lorsque... Mais on peut avoir, effectivement, des parents, comme tu dis, qui ne souhaitent pas informer, parce que oui, ça fait peut-être une charge en plus. Néanmoins, là, c'est vraiment mes tripes qui parlent, je ne trouve pas ça normal. Parce que si on envoie un enfant pour un séjour linguistique, c'est qu'on fait confiance, qu'on veut qu'il acquiert quelque chose, de l'autonomie peut-être, ou des compétences, et qu'en même temps, si on n'informe pas l'équipe qui va l'accueillir, là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal. D'où le fait de pouvoir cocher des cases. Alors, il y en a peut-être qui ne vont pas les cocher, les cases. Mais au moins, qu'ils ne puissent pas... Si jamais il y a un enfant avec un TDA qui part en séjour, personne n'est courant, il y a une crise ou il y a un braquage quelconque de l'enfant pour une situation... Voilà. Que le parent ne vienne pas vous dire après, « Ah oui, mais je vous l'avais dit. » Ah non, vous n'avez rien dit, vous n'avez même pas coché la case. Donc voilà. C'est aussi ce côté-là. C'est-à-dire que on peut demander beaucoup de choses au service, je dirais, à l'organisme d'accueil, mais il faut aussi que le parent il soit. Donc, et pourtant, je suis parent. Donc, je dirais, il faut que le parent il joue le jeu vraiment jusqu'au bout. Si je peux rebondir sur les TDA, qui est très spécifique. Je ne sais pas comment est fait le questionnaire, je ne l'ai pas vu. Voilà. Je pense que je m'autorise peut-être à préciser, ce serait bien quand vous mettez TDA, c'est diagnostiqué ou non déjà, et médicalisé ou non, parce que la particularité du TDA, c'est que pour beaucoup de parents, ce que je peux comprendre, on préconise un arrêt du traitement, dont je ne vais pas citer le nom, qui est la Ritaline, pendant les périodes de vacances. Donc c'est sûr que si l'enfant ne prend plus le traitement, à ce moment-là, le parent ne va pas vous dire qu'il y a un TDA, puis qu'il ne prend plus le traitement. Alors que s'il prend le traitement, il va être obligé de vous dire ça. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième, moi, dans ma pratique clinique, j'ai une particularité, c'est que j'accompagne beaucoup d'enfants et d'adolescents transidentitaires, qui peut être une autre question qui peut arriver. Et moi, j'ai des jeunes qui sont des ados qui sont partis en colo, en séjour, où c'était une vraie question. Alors, en fonction des pays, c'était très compliqué. Là, je pense à une jeune qui devait partir aux États-Unis. C'est pas le bon moment de se dire transidentitaire aux États-Unis, par exemple. Mais il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des parents. Et ce qu'on a fait, j'ai joué le jeu. Donc les parents la présentent comme une fille, mais c'est un garçon trans. Si vous voulez, un jour, on fera un truc là-dessus, pour bien comprendre. Et un autre podcast. Un autre podcast. Mais bon, plus sérieusement, c'était qu'est-ce qu'on fait, lui disant mais moi j'ai hors de question que j'y aille avec mon prénom de fille parce que tout le monde est genre masculin. Bon, j'ai joué le jeu, les parents ont contacté l'organisme et j'ai proposé à l'équipe une visio de 15-20 minutes pour expliquer ce que c'était. C'est-à-dire, je pense que quand on accompagne, on reçoit en colo ou en séjour des enfants avec, moi je préfère le terme avec des besoins spécifiques. Vous savez, peut-être, alors moi je suis espagnol, hein, ma langue maternelle n'est pas le français, mais le mot handicap on ne l'utilise quasiment pas en Espagne. On ne parle que d'enfants ou d'adultes avec des besoins spécifiques. Je trouve que c'est puisqu'il y a des besoins spécifiques, il faut qu'il y ait une réponse spécifique. Et quand il y a des besoins spécifiques, ça peut être aussi de former l'équipe. De dire que le petit Kevin il a un TDA, on s'en bat les fois avec une queue de sardine, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, de dire à l'équipe il a un TDA et il faut agir ainsi. Quelle est la spécificité ? C'est qu'un diagnostic ne sert à rien, mais plutôt d'expliquer à l'ensemble de l'équipe quel est le positionnement, ne t'inquiète pas si, et de passer cette information-là. Voilà comment c'est, plutôt que de dire... voilà le mode d'emploi, plutôt que de dire... Ça peut faire très très peur. Je donne un dernier exemple. Un dernier.
Est-ce que je donne un exemple sur la castration? Non, alors je vais donner un dernier exemple. Il y a très très longtemps de ça, peut-être une quinzaine d'années, je reçois un jeune, j'accompagnais un jeune qui avait été diagnostiqué schizophrène. Voilà. Et qui était en soins-études, et les parents décident de le faire partir en séjour. Je ne me suis jamais opposé, mais et le psychiatre et moi avons dit aux parents, c'est pas une bonne idée, non pas tant pour l'enfant, mais on est plus d'empathie pour l'équipe, hein, parce que c'était un patient schizophrène décompensé, sous traitement avec des hallucinations. Bon, un enfant psychotique, mais vraiment qui allait très mal. Il est parti, ça a duré 48 heures, et, alors qu'on s'était opposé avec les parents. Donc il y a quelque chose aussi, à mon avis, à travailler. On peut comprendre que les parents souhaitent une forme de normalité de l'enfant, mais quand il y a un besoin spécifique, au moins de donner des billes à l'équipe, de savoir comment agir et réagir. C'est ce qu'on avait dit à La Rochelle, justement, c'est qu'on puisse vous transmettre toutes les billes nécessaires pour que vous puissiez accompagner au mieux. Oui. Tu disais, Miguel-Ange, que tu avais fait une visio pour expliquer un peu aux équipes. On va aborder les réponses qui sont abordées par les organisateurs. On va décliner avant, pendant et après le séjour. Karine, il y a des actions qui sont mises en place pour créer un climat de confiance avec les familles. On a déjà mentionné les visios d'information, les réunions d'information. Il y a aussi des documents, j'imagine, des contacts personnalisés. Tu parlais, Nathalie, d'appels personnalisés sur des inscriptions. Qu'est-ce qui est mis en place pour mettre en confiance les familles ? C'est le relationnel. Vraiment, chez nous, on a principalement les parents au téléphone pour la réservation du séjour. Et ce premier contact est vraiment ultra important. C'est là, je pense, que s'installe la confiance ou pas, et que le parent décide de nous confier son enfant le temps du séjour. Voilà, nous, on essaie d'être au maximum disponible pendant le séjour, à chaque instant, avant, pendant, après, par téléphone, le week-end, sur le portable d'urgence. Sur la ligne au bureau, chaque parent a un espace personnel sur lequel il peut consulter l'ensemble des documents. On essaie de fournir un maximum d'informations sur le contenu, les numéros à joindre, etc. etc. Ça me semble important déjà, que le parent trouve l'information facilement lui-même et que tout lui semble clair et transparent. Et vraiment, je pense qu'il fait la différence et qui met définitivement le parent en confiance, c'est le temps qu'on lui accorde. Parfois, on peut avoir des entretiens de 45 minutes sur un parent qui a besoin d'avoir un maximum d'assurance et de confiance. On essaie d'être le plus transparent, honnête possible, avoir beaucoup d'empathie. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous et comme ça qu'on essaie de leur donner confiance. Pendant le congrès à La Rochelle, sur l'atelier qu'on avait fait, il y avait une notion qui était ressortie, c'était au niveau de la gestion de l'information. C'était savoir jauger entre le manque d'informations et le trop plein d'informations qui peut aussi saturer le parent. Comment vous faites attention à ça, Nathalie ? Sur le trop plein d'informations ? Oui. En fait, il faut pas déborder. C'est que, nous, les inscriptions ne se font pas par téléphone, elles se font par le site internet. Donc les parents ont déjà les informations qu'ils ont besoin de trouver dans les premières informations qui vont les inciter à s'inscrire. Et ensuite, il y aura des appels et on renseignera. On prendra le temps avec ces personnes qui prennent le temps d'appeler aussi. Très honnêtement, c'est effectivement avoir un échange téléphonique. Le parent, là, on est vraiment sur une différence pour nous, c'est que tout le monde s'inscrit par internet. Donc ils ont trouvé préalablement sur le site internet les informations nécessaires, mais aussi des avis et des retours de parents, parfois même d'enfants. On fait une brochure aussi, qui peut être disponible. On fait une chaîne YouTube sur laquelle on voit qui on est, mais également donc, et nos séjours et nos centres, mais également les équipes en question au global lorsqu'on fait un moment de remerciement à toutes ces équipes-là. Donc les parents voient que ce sont des personnes sur certaines tranches d'âge, qui s'animent, qui s'amusent et qui sont dans la bienveillance. Il y a du visuel. Comme tout à l'heure l'a dit Michel-Ange, c'est que ces parents-là ne voient pas les équipes, ne les connaissent pas, à la différence que lorsqu'on va chez une nourrice ou à l'école, on voit le professeur, on voit la nourrice. Donc même s'il se passe éventuellement un risque, quelque chose, on sait, on a une empathie qui se voit, qui se sent, qui est palpable, alors qu'avec des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu, c'est pas la même. D'où les visios qui sont à mettre en place de plus en plus. Ouais, et la présentation des équipes et des centres en vidéo, sans la verbalité, c'est important aussi.
Oui, alors c'est important, comme on vient de le dire à l'instant, hein, pour que le parent soit rassuré. Après, sur le centre, je rappelle, j'avais dit ça. Je dis, oui, c'est bien de leur montrer un peu le lieu, mais pas trop non plus. C'est-à-dire comment dire, l'objectif, c'est aussi que l'enfant puisse découvrir des choses sans avoir eu le sentiment que le parent a déjà tout perçu, tout vécu. C'est comme si le parent faisait un peu trop effraction, à mon sens. Mais c'est toute la difficulté que vous rencontrez qui est de en donner, mais pas trop non plus, pour pas que ça mette l'enfant. Ça me fait penser en thérapie avec les enfants, où le premier jour, les parents viennent avec l'enfant, mais après, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le bureau de consultation. Ils restent en salle d'attente. Ils ont très envie, parfois, de rentrer, de voir comment ça se passe et ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut arriver à tenir aussi, donc leur montrer le lieu. Mais par exemple, les parents qui ont cette bonne idée d'aller visiter le lieu physiquement avant d'y aller, je pense que ça peut mettre en difficulté l'enfant après. C'est un peu extrême quand même. Même au niveau du lieu, aujourd'hui, même à travers les visios, tu peux avoir des parents qui vont aller regarder le centre et qui vont aller le géolocaliser, qui vont aller faire un zoom sur le Google et qui vont aller voir le bâtiment. Dire, mais du coup, il y a combien de temps? Là, je vois qu'il y a une route, là, je vois qu'il y a ici. Et l'anxiété arrive sur la réunion, donc c'est à nous aussi de redonner la notion de sécurité et de confiance. Mais qui revient, ce que j'ai dit, sur l'hyper-contrôle, ce besoin de tout contrôler. Et s'il y a ce truc-là, c'est que l'hyper-contrôle sur l'enfant, puisque l'enfant n'est plus là, va se déplacer sur le lieu, sur les intervenants. Il faut tout contrôler. Ce qui, je vous le rappelle, n'est pas possible. Je vous rappelle aussi qu'il y a des parents, il existe des parents normaux. Hein. Oui. Donc, voilà. Je veux dire, quand j'écoute, moi ça m'inquiète en fait. Donc, non. Il y a des parents qui sont dans le questionnement normal, dans l'accompagnement normal de leur enfant et dans la relation normale avec les équipes. Donc il ne faut quand même pas oublier cette partie-là. T'as raison. Parce que ça me fait très très peur. Hein, après, c'est des personnes qui prennent du temps au téléphone, mais je pense qu'au prorata du nombre de personnes qui sont satisfaites et qui surtout se passent bien, en fait, c'est que sur ces 2% potentiels de personnes qui vont revenir, c'est celles qui vont prendre du temps et qui fait qu'on en parle. Mais le reste, c'est extrêmement bien déroulé. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais du blog, Nathalie. Dans le podcast avec Bruno Lembeck, il suggère sur le blog de ne pas forcément mettre les enfants, de voir physiquement l'enfant, peut-être mettre des groupes d'enfants de loin pour que les parents ne jouent pas à Où est Charlie pendant tout le séjour. C'est une question aussi qui est étudiée dans la consultation. Certains disent qu'ils ne vont même pas regarder le blog, ou il y en a certains qui n'ont pas conscience que le blog existe. Quelle est la politique de communication qui est mise en place pendant le séjour pour informer les parents, mais garder aussi l'autonomie des enfants? La réalité, c'est l'hyper-contrôle du parent. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que même en faisant des photos de groupe, même en faisant des photos d'ambiance, on va avoir un parent, voire deux parents qui vont appeler tous les jours au siège pour dire « j'ai pas vu mon enfant aujourd'hui, je l'ai pas vu sur le ski, je l'ai pas vu sur le poney, je l'ai pas vu ». Et jusqu'à ce qu'on appelle le directeur en disant « fais-moi des photos de cet enfant, s'il te plaît, pour les mettre sur le blog ». On en est là. Et je pense que chacun, on a eu des cas de figure un peu similaires de ce type de parents-là. Donc, on a beau nous dire, en fait, on a maintenant des blogs où il y aura un message d'accueil avec une photo du bus. On va avoir un message sur le centre, mais global, où tu vois une vision ou des poneys. Ça, on le fait. Mais encore une fois, je reviens sur ces parents, sur cet hyper-contrôle où j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Et ce sont des parents qui prennent toute l'après-midi le service clientèle. Je tiens juste à dire que sur la consultation, c'est 4% des parents, donc quand les enfants sont déjà inscrits, sur la partie où les enfants sont déjà inscrits, 4% qui s'inquiètent s'ils ne voient pas leur enfant sur les photos et qui contactent directement l'organisme. Donc on le rappelle, il y avait 730 réponses, 735 à peu près, donc c'est quand même beaucoup déjà 4% sur ce volet-là. C'est quand même assez inquiétant parce qu'ils oublient quand même une chose qui est le RGPD. Oui, donc on ne peut pas non plus mettre des photos en permanence, à moins de leur envoyer directement la photo de leur enfant. Mais en direct, parce que moi, quelque part, j'irai sur un blog, même si c'est le blog spécifique à ce séjour-là et qu'il est réservé à certains parents, je ne connais pas le parent d'à côté, j'ai peut-être pas envie que mon enfant il soit vivant pour tout le monde. Donc il faudrait peut-être expliquer aux parents que la photo de groupe c'est bien, la photo de loin c'est bien. Au pire, on met une petite flèche en disant votre enfant était là. Mais non, mais sérieux, mais voilà. D'un point de vue RGPD, on ne peut pas vous envoyer une photo de votre enfant. On peut vous envoyer la photo du poney avec les pieds de l'enfant dessus, si vous voulez, parce qu'il reconnaîtra la paire de chaussettes ou les tennis, mais pas le reste. Sauf que pour border, on fait signer des droits à l'image.
Ouais, c'est On ça. fait border avec des droits à Ouais, l'image, mais- comme l'école fait border ces autorisations-là. Et à partir du moment où les parents, et ce droit à l'image est drivé, hein, est écrit, il y a beaucoup de parents qui valident parce que justement ils veulent voir leurs enfants et ils savent très bien que ce sera sur du groupe. Et ceux qui ne valident pas, et bien là par contre la gestion est beaucoup moins facile. Il y a un petit côté pour moi qui est primitif de dire bah, toi en fait tu peux pas venir sur la photo ou toi je vais t'effacer de la photo. Humainement je trouve ça très dur et on va pas lui mettre un petit bracelet. Enfin si on pourrait faire ça, mais là on va sur de la stigmatisation. Autre sujet qui va être, je pense, à venir plus tard, les enfants influenceurs. Parce que nous, on a été, pas plus tard que cet hiver, face à une jeune fille influenceuse qui, parce qu'elle a plus de 20 000 followers, s'était permise de filmer l'intérieur, la gestion, l'organisation, les autres enfants dans la chambre. Oui, mais de toute façon, j'ai demandé, ils m'ont dit oui, non. Et là, j'ai dû parler et renvoyer au code pénal, au code civil, au code des familles, avec les pénalités que ça engage et les temps de prison. Et parce que plein de parents ne sont pas au fait et ne connaissent pas effectivement cette gestion. Ouais. Donc, outre l'information pour ça, on a un autre sujet derrière. Bah, ça fera le sujet d'une autre table. Je pense. Absolument. Sur l'atelier du congrès, on parlait de maintenir une communication régulière avec les familles, la gestion des appels et des appels d'urgence. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le label UNOCEL, c'est un critère obligatoire du label d'avoir une ligne d'urgence pour les parents. Et certains disaient aussi sur l'atelier du congrès qu'il fallait avoir une très bonne qualité d'accueil et de départ auprès des familles de la part des équipes d'animation. Donc informer les parents, c'est essentiel, mais laisser de l'espace à l'enfant aussi pour qu'il puisse vivre son séjour. Miguel-Ange, pourquoi certains parents ressentent le besoin de pouvoir contacter leur enfant à tout moment ? Ce que je disais tout au début, ça revient à la question de l'attachement. C'est-à-dire que c'est des parents donc très anxieux, pour ne pas dire angoissés, et qui partent de l'idée, mais c'est lié, parce que c'est très bien dit, derrière chaque enfant il y a une famille, il y a une histoire également, hein, et donc qui restent dans l'idée que s'il se passe quelque chose, l'adulte référent ne sera peut-être pas à la hauteur. Et puis il y a ce besoin d'être constamment en contact. L'enfant devient presque le doudou du parent à ce moment-là, et vont tenter par tous les moyens d'avoir un contact, que ce soit téléphonique ou visuel. Parfois le visuel n'est pas suffisant, sinon il faudrait faire ce que vous proposiez, c'est une photo plus un vocal tous les jours, ça fait un peu beaucoup de boulot, mais là il y va vraiment de la grande angoisse, de la grande anxiété, qui je pense, du côté du parent, qui je pense, on le disait tout à l'heure, doit se travailler avant le départ. Parce qu'une fois que tu es dedans, et ça va être très compliqué. Mais c'est toute la difficulté, c'est de prendre le temps, j'entendais au téléphone, mettre des mots. Alors j'entends quand le parent est angoissé, il appelle. Alors je vous rappelle que quand un parent angoissé appelle, ne lui dites jamais que vous comprenez ce qu'il vit, parce que c'est faux. On ne comprend pas ce que les autres vivent, et on n'est pas là pour les comprendre, on est là pour les entendre. Il faut toujours légitimer l'angoisse. Elle est entendable, compréhensible, ça c'est autre chose, d'accord. Et très souvent de dire ça. Alors nous, les psychanalystes, vous savez qu'on aime jouer sur les mots, c'est important, mais de dire à quelqu'un votre inquiétude est entendable, c'est très différent de dire votre inquiétude est compréhensible. Parce qu'en disant ça, je vous comprends quand vous me dites ça, ça signifie que vous aussi vous pourriez être inquiet, angoissé. Et donc de légitimer cette inquiétude, de tenter de rassurer au maximum, mais ça peut être en effet des appels téléphoniques qui peuvent durer 45, 50 ou à mon avis 1 heure, facile. Alors le séjour, il ne s'arrête pas complètement au retour de l'enfant. C'est le retour à la maison, c'est une étape importante. Et l'intégration aussi pour l'enfant de l'expérience qui a été vécue. Nathalie, tout à l'heure, tu parlais de questionnaires de fin de séjour qui sont remplis par les enfants, mais aussi par les parents. Karine, il y a un temps de débrief du coup qui est mis en place après séjour avec les enfants. Alors on les interroge, oui, ils ont un petit questionnaire de satisfaction à compléter. Le parent aussi, on aime bien avoir l'avis des deux. Voilà. Le questionnaire est aussi un critère du label pour ceux qui ne savaient pas. Comment, Nathalie, vous utilisez ces retours des familles? C'est pour améliorer vos pratiques ensuite? Bien évidemment, derrière on fait des bilans avec les équipes par centre, par secteur. Ça nous permet aussi de recadrer. On a un livret directeur qui précise bien, attention, quelles sont nos procédures administratives, santé, gestion, urgence, assurance, accident, la totale. Une bible, en fait, de fonctionnement. Donc ces retours-là sont pour améliorer aussi bien une qualité au niveau de l'hébergement, du matériel utilisé, que de la pédagogie, que du temps qui est soit trop dense, soit pas assez rempli.
Donc c'est des améliorations du quotidien et voir, regarder aussi au niveau de l'encadrement qu'on avait sélectionné, parce qu'il n'y a pas de période d'essai non plus sur ces encadrements. Généralement, ce sont des personnes que l'on connaît et qu'on fidélise, donc qui reviennent, mais il y a toujours des nouveaux. Je rappelle, tout à l'heure, on parlait de devoir aussi former et accompagner ces encadrants. Rappelons aussi la tranche d'âge moyenne de ces encadrants, qui sont autour de 20-25 ans. Aujourd'hui, on peut faire du 16 à plus, donc ce ne sont pas des parents. C'est vrai, et on leur demande d'avoir des connaissances et des aptitudes comme si c'était le cas. Donc voilà, je me suis perdue. Bible de fonctionnement. Et ça, et puis et au bilan, on s'est rendu compte, pour compléter aussi, que ce qui était très appréciable, c'est le relationnel qu'il y a pu y avoir avec ce contact avec cet animateur référent ou avec le groupe d'animation. Donc on a mis en place en continuité, outre la vie parent et la vie enfant, un bilan personnalisé par enfant. Donc l'animateur référent écrit un retour de l'enfant sur son comportement, son attitude positive ou non, même si ça n'a pas été le cas, il y a déjà eu des retours en amont. Et il y a un petit mot aussi du directeur de centre. Et c'est très revalorisant pour l'enfant, extrêmement gratifiant et rassurant pour le parent, qui se dit que oui, en fait, le contrat a été validé, que d'avoir envoyé l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir ou trouver quelque chose de plus par rapport à son quotidien. Oui. Miguel, sur le podcast qu'on avait fait, tu disais que psychologiquement, chez les enfants, mais chez les ados, le retour n'est pas vécu de la même manière et qu'il faut laisser du temps, notamment aux ados, parce que nous, adultes, on a la capacité de switcher d'un espace à un autre, alors que l'adolescent, pas forcément, il a besoin de temps pour sortir de sa bulle. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants psychologiquement après un séjour ? Donc, on disait des grandes différences entre enfants et ados. Enfants, très souvent, ils courent dans les bras des parents, il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre, ou alors le parent qui court dans le bras de l'enfant. Bon, en tout cas, il y a une rencontre, ils se retrouvent, souvent on voit ça, et voilà, ça se passe relativement bien. Dans la majorité des cas, on va entendre « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a grandi, je le reconnais pas. » Bon, vous êtes sûr que c'est le même, des choses comme ça. Bon. Pour l'ado, c'est un petit peu plus complexe. L'adolescent, en effet, il n'a pas notre capacité, nous avons, nous adultes, comme tu venais de le dire, de switcher d'un espace à un autre. C'est-à-dire que là, moi, je suis avec vous là, pendant un temps, je retourne à mon cabinet tout à l'heure, et je vais pouvoir switcher, je vais pas faire un discours devant la patiente que je reçois à 17h15, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai cette capacité-là. En revanche, l'ado, parce qu'il n'a pas la même notion de temporalité que nous, que ce que nous appelons les psys, la temporalité psychique est très complexe, eh bien ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais on le retrouve au dehors même des colos. Je vous donne l'exemple tout simple, pour ceux qui ont des ados ou pour ceux qui vont avoir la chance d'en avoir un jour, écoutez bien. L'ado qui sort, qui va en soirée, d'accord, et donc vous lui dites de rentrer à 2h du matin, par exemple. Bon, je vous passe toute la discussion sur vous aviez dit 1h, mais c'est 2h, enfin voilà. Bon. C'est le truc. Si vous aviez dit 1h, de toute façon, c'est trop tôt. Si vous dites 2h, c'est toujours trop tôt. Hein, voilà. Mais bon, il rentre. Et là, il ou elle a passé une super soirée avec ses amis. C'est éclaté. Alors, il s'est amusé, peut-être un peu bu. Allez, un petit peu. Et il arrive dans le salon et il voit sa mère en robe de chambre, dans le salon, assise, qui l'attend, pour lui dire « Alors, tu me racontes, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est épouvantable. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il passe d'un espace où il y a un semblant de liberté, où il n'y a pas le regard parental omniprésent, à la mère en robe de chambre, dans le salon, qui est là « Raconte-moi ». Dans la majorité des cas, l'ado ne va rien raconter. Ça l'agace. Il a besoin de ce temps-là pour se reconnecter à l'espace auquel il doit être connecté. Comme je le disais tout à l'heure, la capacité d'adaptation chez l'enfant, on connaît tout ça, on a tous entendu, parce que les enfants, encore une fois, « Ah, ton gamin, il est adorable, quand il vient chez moi, il débarrasse la table, il met dans le lave-vaisselle. » Et moi, j'ai envie de leur dire, mais les miens, ils n'ont même pas repéré qu'il y avait le lave-vaisselle dans la cuisine. Bon. Et petit à petit, il y a cette capacité d'adaptation. Ça, chez l'enfant. Et chez l'adolescent, il perd un peu de cette capacité-là. Il lui faut un petit temps pour redescendre de son nuage, parce qu'en effet, quand on est entre amis, on n'a pas le regard autoritaire parental qui surveille, d'accord ? Eh bien, il faut se réadapter et reprendre une autre posture. Donc, quand il rentre de séjour, mais on le voit en colo, on le voit en séjour linguistique, on le voit en classe, quand ils partent avec l'école ou autre, on voit bien que quand il rentre, l'ado est parfois un peu sur les nerfs, il est un petit peu agressif. Qu'est-ce que ça signifie ? Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me réadapter à vous, parents.
C'est ça que ça veut dire. Le temps était malheureusement restreint sur cette table ronde et je pense qu'on avait encore plein de choses à dire, mais on arrive au terme de cet échange. Ce qu'on retient de ces échanges, c'est que le séjour éducatif, c'est une aventure collective, que la réussite du séjour, elle repose sur la relation de confiance entre les différents acteurs, les parents, les organisateurs et l'équipe encadrante. Cette équipe ne remplace donc pas le parent. Il accompagne l'enfant dans un cadre collectif et sécurisé. Ils deviennent des repères, ce que je viens de dire, temporaires. Évidemment, on est d'accord que les parents restent les premiers éducateurs. Il faut juste savoir que pendant le séjour, cette responsabilité, elle est partagée, que c'est précisément ce qui illustre la notion de coéducation. Sur le Croisons nos regards, vous avez des pages où il y a des BD, et juste après, il y a un schéma sur la coéducation. On l'a travaillé, on peut toujours le retravailler. Et on peut en faire aussi un podcast, on en est à 6 thèmes de podcast, mais on peut continuer, il y a plein de choses à dire. Les inquiétudes parentales, elles sont légitimes. Je ne sais plus qui d'entre vous a dit tout à l'heure, les équipes, est-ce qu'elles vont être aussi performantes que moi ? C'est l'inquiétude première des parents, elles traduisent souvent un besoin de rassurance. Plus qu'une critique du séjour, ils ont besoin de comprendre le cadre, de comprendre les pratiques et de comprendre les valeurs de l'organisme. Comme tu disais, Nathalie, le projet éducatif, pour eux, c'est complètement flou. C'est des choses qu'il faut juste rappeler. Alors finalement, le séjour éducatif, il fonctionne quand chacun trouve sa place. L'enfant gagne en autonomie, expérimente, découvre. Les parents font confiance quand ils acceptent progressivement d'échanger avec les organisateurs. Et les organisateurs, eux, accompagnent ce processus avec professionnalisme et humanité. Ils ont ce rôle essentiel de créer des conditions de confiance, de faire preuve de transparence, d'écoute, et de proposer des dispositifs d'accompagnement. On l'a vu avec tout ce qui était communication avant, pendant et après séjour. Au-delà du simple temps de vacances, ces séjours deviennent alors de véritables expériences de croissance pour l'enfant, mais aussi parfois pour les parents qui voient leur enfant évoluer autrement. Et c'est sans doute là toute la richesse des séjours éducatifs, et c'est ça aussi que l'UNOCEL porte, offrir un espace où l'enfant peut grandir, s'ouvrir aux autres et au monde, tout en étant entouré d'adultes qui coopèrent pour son développement. Merci Karine, merci Nathalie, merci Mona, merci Marie-Ange, merci à vous. Merci. Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.